Comment en finir avec les logements bouilloires? C'est le thème de ce Smart Impact avec Hélène Denise. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chargée de plaidoyer à la Fondation Abbé Pierre, qui porte encore second pour quelques jours, on va dire ça comme ça. Philippe Séaz, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes le président d'Actibay. En quelques mots, c'est quoi Actibay? C'est un syndicat professionnel regroupant l'ensemble des installateurs et des fabricants en stores, fermetures, portes et portails. Et voilà. Donc on va voir que vous proposez évidemment des solutions pour lutter contre ces logements bouilloires. Hélène Denise, comment on définit? C'est quoi un logement bouilloire? Alors, il n'y a pas de définition officielle, justement, mais à l'instar des passoires thermiques qu'on arrive à définir en fonction du DPE, les bouilloires, c'est assez difficile, mais ce sont des logements dans lesquels il fait trop chaud, à tel point qu'on questionne leur habitabilité. Ça va vraiment au-delà du confort d'été. C'est souvent des logements qui sont mal isolés, mal ventilés, souvent qui n'ont pas de protection solaire. Donc, les personnes sont dans l'incapacité de se protéger du soleil pendant la journée et qui se trouvent aussi souvent dans des environnements surchauffés, par exemple dans les quartiers populaires où il y a très peu de végétalisation, où c'est très minéralisé, avec beaucoup de circulation, où il va se faire très chaud, beaucoup plus qu'en dehors de l'espace urbain. Alors, ça semble une évidence, mais il faut sans doute la détailler, la rappeler. Le lien avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire que c'est quoi? On va, les uns et les autres, être confrontés à de plus en plus de vagues de chaleur, c'est ça? Et donc, pour les gens qui habitent dans ces logements bouilloires, on imagine les conséquences? Effectivement, les vagues de chaleur sont de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues, on l'a tous remarqué. Et donc, le nombre de personnes qui déclarent avoir trop chaud chez elles, par exemple, a augmenté de 26% en 10 ans, puisque les canicules se multiplient et nos logements ne sont pas adaptés. Beaucoup trop de logements sont sans volets, sont mal isolés, mal ventilés, je le disais. Et donc, effectivement, il y a une augmentation du nombre de personnes qu'on appelle en précarité énergétique d'été, qui n'arrivent pas à se protéger avec toutes les conséquences sanitaires, sociales que ça peut avoir. Philippe Séaz, pour un logement qui est considéré comme bouilloire, il y a des solutions techniques. Ça représente quel investissement? Évidemment, ça doit dépendre de la taille du logement, du nombre d'ouvertures, etc., etc. Mais vous voyez ce que je veux dire? On est dans des populations souvent précaires et des investissements qui sont relativement importants par rapport au budget de ces populations? Disons que oui. Alors évidemment, sur les stores extérieurs, parce que là, on parle vraiment de stores ou de protection, fermeture extérieure, parce que une fois le rayon solaire passé par le vitrage, ça s'est déjà transformé en chaleur. Donc c'est vraiment sur cette partie-là. Donc c'est un peu plus cher que le store intérieur, même si déjà le store intérieur peut faire quelque chose, c'est quand même pas aussi efficace. Et on peut effectivement envisager, alors en fonction du nombre de fenêtres, des dimensions, de la mise en œuvre, enfin je vous en parlais les meilleurs, aux alentours de 1500 euros sur un équipement d'un logement, ce qui est, on va dire, pas forcément d'un grand niveau, même si c'est déjà 1500 euros par rapport à d'autres travaux que l'on peut avoir dans des logements. Avec un effet rapide, évident sur la baisse de température dans ces logements bouilloires, confrontés aux vagues de chaleur? Je crois que tout le monde l'a déjà certainement vécu. Vous êtes en pleine chaleur sur une terrasse, un store se déploie et vous vous sentez déjà bien mieux et bien plus à l'aise. Donc c'est tout de suite perceptible. La seule problématique, on va dire, c'est qu'au-delà déjà de promouvoir la protection extérieure, il faut aussi pouvoir, j'allais dire, c'est un terme un petit peu automatisé, ou en tout cas rendre beaucoup plus performant le store, même quand l'utilisateur n'est pas là, par des automatisations simples, un peu comme si vous metteriez un thermostat sur un radiateur. Aujourd'hui, ça paraît assez traditionnel. Aujourd'hui, il faudrait aussi mettre, entre guillemets, une sorte de petite commande thermostatique, pas plus, pas moins, mais qui permettrait naturellement que le store descende pour éviter que la chaleur rentre dans le logement, alors que les personnes vont travailler, ne sont pas forcément dans ce logement. Donc c'est vraiment à la fois protection et gestion de cette protection qui devrait être, à mon avis, une des bases, alors évidemment c'est mon métier, mais une des bases quand même de l'amélioration de ces logements. Et on va parler politique publique. Vous avez publié cet été un rapport sur ces logements bouilloires. Vous dites que l'État reste de glace, c'est le titre de ce rapport. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, manque de subventions, manque d'aide, pas tout à fait. Aujourd'hui, la question de la chaleur n'est quasiment pas pris en compte dans la lutte contre la précarité énergétique, mais pas non plus dans nos politiques de rénovation énergétique qui se concentrent surtout sur la décarbonation des logements, sur le maintien d'une température minimale, sur la réduction de la consommation d'énergie et s'intéressent très peu finalement à la question de l'adaptation. Alors il y a quand même des petites évolutions, des petites évolutions positives ces dernières années, notamment l'ANA depuis le début de l'année va subventionner l'installation de volets ou de brasseurs d'air dans des rénovations globales, mais ça n'est pas le cas dans les petits gestes par exemple. Si on doit
a d'urgence installé des volets ou un brasseur d'air chez soi, on ne peut pas juste le faire en dehors d'une rénovation globale, qui, on le sait, sont des travaux qui sont très lourds. Seulement 3% des rénovations chaque année sont des rénovations globales. Donc à ce rythme, on n'y arrivera pas. Et puis surtout, la question de la chaleur n'est pas intégrée dans les critères de décence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler du calendrier d'obligation de rénovation qui va peser sur les bailleurs ces prochaines années. Si vous êtes propriétaire d'une passoire thermique en location, vous devrez le rénover selon un calendrier qui est fixé. La question de la chaleur n'est pas du tout prise en compte. Mais ce ne sont pas les mêmes. Un appartement qui a une passoire thermique, il n'est pas forcément aussi une bouilloire l'été? Ça peut arriver, effectivement. 3/4 des personnes qui déclarent avoir froid l'hiver dans leur logement ou aussi chaud dans leur logement, puisque effectivement les bouilloires c'est aussi des logements mal isolés, mal ventilés, mais on ne rénove pas exactement de la même façon, parce qu'aujourd'hui on va faire des rénovations où on va isoler très bien le logement, faire une enveloppe, mais en fait on va transformer le logement en thermos si on ne va pas en plus ajouter des occultations solaires. Donc il faut vraiment que la question de l'adaptation soit systématiquement prise en compte dans les travaux qui sont subventionnés par l'État dans le cadre de MaPrimeRénov', de tous les dispositifs qui existent. Philippe Seas, qu'est-ce que vous attendez de l'État, justement, après la publication de ce rapport? Parce que vous parliez de MaPrimeRénov', on a vu qu'il y avait des arbitrages qui avaient été faits par le gouvernement démissionnaire et avec une enveloppe moins importante pour MaPrimeRénov'. Donc bon, on peut peut-être être un peu inquiet. Qu'est-ce que vous en attendez? Déjà, premièrement, MaPrimeRénov', c'était, comme le disait Hélène, une vraie avancée de reconnaissance que déjà nos produits soient intégrés dans la rénovation énergétique des logements. Le fait est, c'est que c'est encore une usine à gaz, pas vraiment c'est pas. Pourtant, elle a été simplifiée une fois, mais bon. Oui, et puis en plus, elle a été simplifiée, mais à différentes reprises, dans un timing. J'ai vu un rapport comme quoi il y avait à peu près que 52, sur toute la France, 52 projets aidés par MaPrimeRénov' dans le domaine de la protection solaire à juin 2024. Donc, vous dire qu'on est loin de ce qu'il faut faire. Non, ce qu'il faut, c'est rendre les choses plus simples, c'est-à-dire soit une TVA réduite, ce qui serait très bien, parce qu'une TVA 5,5, comme ça l'est déjà pour la fenêtre qui est isolante, pour le store, ça pourrait être une très bonne chose. Et puis là, pour le coup, moins de démarches administratives. Vous disiez effectivement aussi les gestes, le monogeste, c'est-à-dire, oui, j'installe un store ou j'installe des stores, j'ai besoin d'un épaulement de MaPrimeRénov'. Troisième point aussi, les C2E. Avec la possibilité de pouvoir... Certificat d'économie d'énergie. Certificat d'économie d'énergie, pardon. Et là, on a un petit point juste d'achoppement juridique avec la DGEC qui veut absolument avoir une problématique de thermique. Et là, on a un problème juste juridique, parce qu'en plus, ce n'est pas de l'argent de l'État, ce sont les obligeants qui doivent aider ceux qui veulent rénover leur logement. Donc là aussi, le C2E, c'est un point très important. Et on en parlait ensemble avant plateau, le DPE, au moins que la protection solaire soit intégrée dans le DPE. Est-ce qu'il y a alors évidemment, là aussi, la question est un peu trop large, mais bon, vous parliez des bailleurs. Il y a une mauvaise volonté parfois, il y a une prise de conscience quand même. Comment vous évaluez ça ? Alors au niveau des passoires thermiques, maintenant on en parle beaucoup. Les bailleurs commencent à savoir qu'il va falloir rénover de façon progressive et il faut effectivement continuer à les aider, à les accompagner pour ce faire. L'aiguillon réglementaire accélère le mouvement. Vous voyez, l'effet, il est réel, ça vous l'avez ressenti? Absolument, on voit un nombre de propriétaires bailleurs qui vont s'adresser au service de la rénovation énergétique qui est de plus en plus important. On voit qu'il va y avoir un mouvement. Il faut continuer à rappeler les obligations qui pèsent sur les bailleurs et aussi informer les locataires de leurs droits, parce qu'ils ne sont pas forcément au courant, par exemple, qu'on ne peut pas augmenter leur loyer s'ils vivent dans une passoire thermique, ce genre de choses. Donc ça, il faut continuer à le faire. Et sur la question de l'adaptation, effectivement, faire évoluer le DPE pour que le critère de la chaleur soit mieux pris en compte et que ce soit un vrai cap pour faire une politique publique d'adaptation qui soit à la hauteur. On parle de politique publique, c'est une question de santé publique. C'est-à-dire qu'il y a un impact de ces... Alors, restons sur les bouilloires thermiques, sur la santé des occupants qui ensuite, évidemment, vont coûter de l'argent au régime de sécurité sociale. Enfin, c'est basique, mais il faut le rappeler. Absolument. On estime que 50 millions d'euros par an
on a 50 millions d'euros par an de dépenses de santé publique à cause des canicules, à cause de la chaleur. L'année dernière, c'est 5 000 personnes qui sont encore décédées à cause de la chaleur. C'est aussi 20 000 recours aux soins d'urgence. Donc on voit que ça pèse vraiment sur notre système de soins. Et c'est souvent les plus fragiles, donc les personnes âgées, les enfants. Et puis au-delà de ça, ce sont souvent les plus modestes qui vivent dans des bouilloires thermiques, dans des quartiers qui sont mal adaptés. Et donc c'est souvent eux aussi qui en pâtissent le plus. Et c'est pourquoi c'est vraiment une facette du mal logement et une vraie source d'inégalité. Philippe Seas, la clim, c'est une solution, une fausse bonne solution ? C'est une solution auquel on ne peut pas déroger. Déjà, on le comprend bien, dans des hôpitaux et choses comme ça. Puis ça dépend aussi de la région dans laquelle on se trouve. Donc la climatisation, oui, mais avant d'utiliser la climatisation, utilisons tout ce qui est en nos pouvoirs pour réduire la consommation de ces climatisations. Et surtout qu'en plus, le problème de la climatisation, surtout les petites climatisations qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage, etc. Ce sont des achats d'impulsion au moment où il fait une chaleur folle. Tout le monde s'achète sa petite climatisation, donc de qualité discutable, d'efficacité également discutable, et puis un apport d'énergie qui est incroyable. En plus, vous créez des compresseurs extérieurs qui font des îlots de chaleur. Là où on a déjà chaud, on recrée de la chaleur, on consomme de l'énergie. C'est-à-dire que, sans être contre la clim, parce que bien évidemment, il y en a besoin, il faut, avant la clim, faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour qu'on puisse réduire au maximum son utilisation. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up.